Bien, bonjour à tous. Je pense que nous pouvons commencer. Donc merci pour votre présence. Comme vous le savez, nous nous retrouvons ici dans le cadre du centenaire de la paix. Centenaire de la paix, donc organisé par la ville de Lyon, par un certain nombre de partenaires ici, donc la ville de Lyon, l'université Jean Moulin Lyon 3, sa faculté de droit, le Centre lyonnais d'histoire du droit et de la pensée politique et les archives municipales de Lyon, que nous remercions pour l'accueil qui nous est réservé. Alors c'est avec un grand plaisir et un plaisir encore plus particulier pour les historiens lyonnais que nous accueillons aujourd'hui Jérôme Henning qui va nous parler. Je reviens un petit peu sur le sujet, d'un sujet que tu connais bien, Jérôme. Pour y avoir passé, pour y avoir consacré au fond toutes tes pensées et de très nombreuses heures, très nombreuses heures tout au long de ton sujet de doctorat. Et donc nous accueillons Jérôme qui a travaillé auprès de nous, le temps de ce temps de doctorat et avant de partir vers des horizons plus lointains, puisque tu es aujourd'hui enseignant-chercheur donc à Rouen, à l'université donc de Rouen. Alors Jérôme, tu vas aujourd'hui nous parler dans le cadre, je le répète, de ce centenaire, c'est-à-dire le moment où on va véritablement penser la paix, espérer la paix, et penser le plus jamais ça, alors qu'on sait bien aujourd'hui, et c'est d'autant plus d'actualité que de consacrer du temps à célébrer ce centenaire, que les choses ne seront pas si simples. Jérôme, tu as donc consacré ta thèse, je le disais, à ce sujet que tu connais bien donc, à Édouard Herriot, donc maire de Lyon, bien sûr, radical de son État, homme d'État également bien sûr, et qui va bien fondamentalement, et tu le montres très bien dans ta thèse, alors parfois avec un peu de sévérité, mais je crois que c'était aussi tout l'intérêt de ton sujet, de montrer qu'effectivement Édouard Herriot, par ses positions politiques, va marquer les temps républicains, les différentes périodes républicaines dans cette troisième République, et peut-être dessiner les contours, conditionner même la crise institutionnelle quelque part. Alors aujourd'hui, c'est véritablement la pacification, son discours pacificateur et son rôle également, qui va retenir notre attention et ton attention. C'est un sujet qui est particulièrement intéressant, sans doute ici un thème peu connu dans la pensée d'Édouard Herriot. Dans quelle mesure son rôle va-t-il conditionner la construction de la SDN? Dans quelle mesure également les idées rentrent au service de besoins, qu'ils soient universels ou qu'ils soient personnels, C'est tout l'objet de ta présentation. Je vais donc sans plus attendre te laisser la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors, je suis assez content de revenir à Lyon depuis Rouen pour vous parler d'Édouard Herriot, évidemment, parce que on est dans sa ville chérie. Je vais vous parler d'Édouard Herriot et la paix, sujet qui peut être assez difficile, surtout lorsque un homme politique a exercé les plus hautes fonctions de l'État. Alors, c'est un thème qui m'a semblé intéressant à traiter, puisque à l'occasion de l'anniversaire du centenaire de l'armistice de 1918, l'action d'Édouard Herriot me semble fondamentale parce qu'elle a un rôle dans la construction de la Société des Nations. Rapidement, pour poser les jalons du débat, on a en 1924 une crise de la Société des Nations sur laquelle je vais revenir, et Édouard Herriot se trouve être le président du Conseil français, ministre des Affaires étrangères, et donc est la personne chargée de représenter la France dans cette crise pour trouver une solution de la crise des relations internationales et de la crise de la Société des Nations. Alors, rapidement, sur la Société des Nations, pour qu'on comprenne bien l'étendue du débat à l'époque, pourquoi la paix est en jeu en 1924, quand Herriot est ministre des Affaires étrangères, à la fin de l'année 1918, les pays vainqueurs commencent à discuter des conditions de la paix internationale. Alors, on a coutume de dire que c'est le président Wilson qui propose la Société des Nations dans son discours du 8 janvier 1918 au Congrès américain, le fameux 14 points de Wilson, puisque le 6e des 14 points propose, selon les termes, General Association of Nations, l'association des nations. Alors, en réalité, les historiens aujourd'hui ont montré que Wilson n'est qu'une étape dans la construction de la Société des Nations. En réalité, bien avant lui, les Anglais d'abord, les Français ensuite, avaient déjà projeté la Société des Nations. Alors les Américains parlent d'Association of Nations, les Anglais parlent de League of Nations, et les Français de Société des Nations.
Et en réalité, parler de Société des Nations, c'est être centré sur la France, puisque le terme anglais, c'est League of Nations. Pour en parler un peu tout à l'heure, ça a des conséquences très importantes sur les mécanismes de droit, et donc sur la réalité de la paix. Alors, le 25 janvier 1919, c'est le sujet qui nous intéresse le plus. Lors de la deuxième séance plénière de la conférence de la paix qui se tient à Versailles, les différentes délégations des pays vainqueurs s'entendent pour créer une commission de la Société des Nations qui regroupe 19 membres. Ce sont globalement les membres qui ont gagné la guerre. Ces participants sont des personnalités illustres, les 19 membres. On a donc Wilson pour les États-Unis. En Grande-Bretagne, on a Robert Cecil et Ian Smuts, qui sont les deux grands précurseurs de la Société des Nations en Angleterre dans la dynastie 1910. La France, elle est représentée par Léon Bourgeois, qui est lui aussi un des grands initiateurs, ancien président du Conseil. L'Italie par Orlando, le président du Conseil italien. Et la Grèce, notamment, avec la personnalité très importante de Venizelos, qui jouera un rôle très important dans les débats. Alors, ce groupe d'hommes, ces 19 hommes, partent de la même idée. Il faut construire la paix internationale, et cette paix internationale ne peut plus reposer, comme avant 1914, sur des traités bilatéraux, d'assistance mutuelle, de sécurité collective, mais doivent reposer sur une organisation supranationale qui viendra, plus ou moins, et tous les débats vont se porter là, contraindre les États dans leur politique étrangère. Alors, globalement, pour résumer, sans rentrer dans tous les détails, puisqu'il faut arriver à 1924, globalement, il y a 3 projets qui s'affrontent. Les Anglais, les Américains, les Français. Très rapidement, les Anglais et les Américains partagent des vues assez communes, se réunissent autour d'un seul et même projet, celui de la League of Nations, qui sera un projet d'organisation internationale à portée morale. Où la société ne sera pas contraignante pour les États. Les Français, eux, et Léon Bourgeois en tête, reprennent en réalité un projet qui a été établi pendant la guerre par une commission interministérielle qui, elle, pense une société des nations qui va venir contraindre les États et leur prendre une part de souveraineté. Évidemment, tout le débat va se porter là-dessus. La question fondamentale qui divise Français et Anglo-Saxons, je vais résumer comme ça, c'est la question des colonies, puisque la Société des Nations incorpore les dominions britanniques, mais n'incorpore pas, ou très peu, les différentes nations qui sont dans l'empire colonial français. Et donc les Anglais refusent totalement toute idée de contrainte qui pourrait jouer entre eux et le Canada, l'Inde, etc. Alors, on a comme ça, dès la création de la Société des Nations, une incohérence entre le projet politique commun, qui est de faire la paix, et les mécanismes qui vont être mis en place. Le traité de Versailles réalise un compromis. En réalité, les obligations seront essentiellement morales, mais il existera quelques obligations juridiques à déterminer dans l'avenir. Et c'est là qu'interviendra plus tard Herriot. La Société des Nations apparaît donc en 1920, et de 1920 à 1924, les différents États tentent de faire la paix, tentent de procéder à la mise en place de la paix, et on a seulement 2 textes qui sont proposés dans les 2 années, 2 mécanismes juridiques. Alors, ce qu'on appelle la résolution 14, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout une résolution visant à procéder au désarmement des pays. C'était une des conditions du traité de Versailles. Et puis, un traité d'assistance mutuelle qui est conclu en 1923 entre tous les membres de la Société des Nations. Mais ces 2 textes échouent parce que les Anglais refusent de les ratifier au niveau national. Qui entraîne évidemment la crise de la Société des Nations qui va nous concerner, nous. Alors, de façon générale, entre 1920 et 1924, les États sont peu intéressés par la Société des Nations. Les Anglais, aucun Premier ministre anglais ne va à Genève, et aucun président du Conseil français ne se rend non plus à Genève. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui désintéresse profondément les 2 majorités qui sont envoyées dans les différents parlements, la Chambre Bleu Horizon en France et la majorité conservatrice en Angleterre. Alors, mais du coup, au début de l'année 1924, il y a une série d'événements
préalable qui oblige les États à finalement relancer le processus de la Société des Nations qu'ils ont jusque-là dénigré. D'une part, et c'est l'événement le plus important, l'Italie, qui est l'un des 4 membres permanents du Conseil de la Société des Nations, un peu le même fonctionnement que l'ONU aujourd'hui. On a 4 membres permanents, l'Italie, le Japon, la France et l'Angleterre. Donc l'Italie bascule dans le fascisme à la fin de l'année 1922. Ce qui est quand même une des causes principales de la crise. Les Italiens, et évidemment Mussolini, se fichent complètement de la Société des Nations. Donc on a un des 4 piliers qui s'effondre. Les Japonais sont peu intéressés également par la question. Et on a un deuxième événement. Attendez. Hop. Ça, je vous l'ai déjà dit. Voilà. On a un deuxième événement au tout début de l'année 1924, en Angleterre et en France. C'est l'élection de 2 majorités de gauche aux élections législatives. Donc Édouard Herriot pour la France, au mois de mai 1924, et puis MacDonald en Angleterre, qui est du Parti travailliste. C'est la première fois que les travaillistes accèdent au gouvernement. Donc on a un basculement total entre la politique qui est menée jusqu'alors dans les 2 pays et la politique qui va être menée ensuite. Globalement, les 2 hommes qui sont assez proches dans leur façon de penser occupent tous les 2 le poste de ministre des Affaires étrangères. Ils ont un peu le même projet diplomatique qui repose sur 3 choses. D'abord, reconnaître l'URSS, qui depuis 1917 n'est pas reconnu par le concert des Nations. Pour les Anglais, il s'agit de commercer avec eux. Pour les Français, il s'agit d'intégrer le Parti communiste dans la majorité de gauche pour Édouard Herriot. Un intérêt un peu plus électoral. Le deuxième pilier qui les rassemble, c'est la question de la gestion de la crise économique qui sévit en Europe depuis 1918. Ils sont tous les 2 proches de l'économiste Keynes, et tous les 2 travaillent avec Keynes avant 1924 pour une conception nouvelle de l'économie européenne qui reposerait essentiellement sur une réévaluation du traité de Versailles. Je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et le troisième pilier, c'est réutiliser la Société des Nations comme un moyen de la diplomatie internationale et abandonner au maximum les traités bilatéraux qui ont, dans leur analyse, donné la guerre de 1914, la Première Guerre mondiale. Alors, sauf que cette diplomatie-là, en France et en Grande-Bretagne, et surtout en France, vient rompre avec la diplomatie qui est menée jusqu'alors, avec intelligence tout de même, par Raymond Poincaré, puisque après le traité de Versailles, les gouvernements français ont tenté de faire appliquer sévèrement les clauses du traité, notamment sur les réparations de guerre dues par l'Allemagne. Alors, cette question des réparations est véritablement un problème en Europe, puisque les différents diplomates auraient surévalué la capacité de paiement de l'Allemagne, ce qui entraîne, alors l'Allemagne et l'Autriche, ce qui entraîne d'abord la faillite de l'Autriche, très rapidement, puis une menace de la faillite de l'Allemagne au courant de l'année 1922. En résulte une autre crise. L'Allemagne, fin 1922, ne procède plus au dernier paiement, au paiement annuel de ses réparations, notamment en matières premières. L'Allemagne devait, entre autres, à la fin de l'année 1922, effectuer un important paiement en bois qui devait servir aux reconstructions. L'État français comptait sur ce paiement et était introduit dans le budget de l'État. Et le non-paiement entraîne évidemment un déficit très important pour l'État qui est obligé d'emprunter un certain nombre de banques américaines pour compenser le déficit. La conclusion, c'est que début 1923, Raymond Poincaré, qui est donc président du Conseil, décide d'envahir la Ruhr pour mettre d'une part la pression sur les Allemands et d'autre part pour se servir directement en matière première. Évidemment, on frôle là, en janvier 1923, avec l'invasion de la Ruhr, une étape de plus vers une potentielle revanche. C'est d'ailleurs à cause de l'invasion de la Ruhr qu'on a un certain nombre de remilitarisations de milices allemandes, notamment en Bavière, malheureusement. Ce sera à cette époque-là que Hitler commettra son premier putsch. Donc,
tentera de commettre son premier putsch. Donc on a comme ça une politique qu'on appelle à l'époque intransigeante, cette politique d'exécution du traité, alors même que l'Allemagne est en totale incapacité de payer. Toute la question est de savoir si elle est vraiment en incapacité ou pas. En tout cas, au niveau européen, les événements créent une forte crise économique qui fait qu'on est dans l'incapacité, au début de 1924, de trouver une solution à la crise. Alors, du coup, sur ce contexte diplomatique-là, Édouard Herriot fait campagne, avec plus ou moins de bonne foi, en se posant comme un pacifiste qui va évacuer la Ruhr et qui va renégocier avec les Allemands et avec les Anglais les conditions du traité. C'est le début de la campagne électorale. Cette position est essentiellement demandée par Léon Blum, avec qui il est allié au Parti Socialiste, enfin à CFIO, pardon. Mais l'opinion publique française n'en veut pas. L'opinion publique française veut faire payer l'Allemagne, conséquence de la guerre. Alors, ce qui effraie le plus Herriot après les élections 1924, c'est finalement de devoir répondre à l'opinion publique française qui le presse vers la poursuite de la politique d'exécution intransigeante de Poincaré. Et puis, c'est aussi de se rapprocher des Anglais et des Américains, puisque Anglais et Américains critiquent énormément l'invasion de la Ruhr, qui, selon eux, perturbe l'économie allemande et donc perturbe leurs économies. Alors, Édouard Herriot accède donc aux responsabilités en juin 1924, dans un contexte un peu difficile. Je ne reviens pas dessus. Il est ministre des Affaires étrangères. Ses deux premières décisions sont donc de régler le problème allemand, la question des réparations, conjointement avec les Anglais et les Américains, puis dans un deuxième temps, de réactiver la Société des Nations pour assurer à la France une sécurité face à une attitude de plus en plus provocante de l'Allemagne. Première étape, donc je ne reviens pas beaucoup dessus, mais rapidement, en juillet et en août 1924, ce qu'on appelle la conférence de Londres, Édouard Herriot part à Londres, donc rencontrer MacDonald. Ils travaillent ensemble avec Marx, qui est le chancelier allemand à l'époque, à une renégociation des réparations. Herriot concède relativement peu. Il concède une chose qui est quand même la plus importante, il concède l'évacuation de la Ruhr si l'Allemagne démilitarise ces fameuses milices qui sont en train de se créer en Allemagne. D'un point de vue économique, les Anglais obtiennent des Français d'accepter le principe d'un prêt que les banques américaines vont faire à l'Allemagne pour permettre sa reconstruction et à commercialiser la dette allemande. C'est-à-dire que des banques américaines vont racheter la dette allemande, ce qui va permettre d'échelonner la dette et à la France d'avoir des retours. En réalité, ce sont les Américains qui vont racheter la dette française et donc payer année après année la dette allemande. Les Allemands, après, repéreront aux États-Unis. La position assez neutre des Américains à cette époque joue en faveur de cet accord. Les Anglais, eux, ce qui les intéresse le plus, c'est l'évacuation de la Ruhr. Alors, Herriot accepte tout ça en échange d'une négociation diplomatique avec les Anglais pour réactiver la Société des Nations dans la construction de la paix. Alors donc, Édouard Herriot maintenant, pour parler rapidement quand même du personnage, il est, dès 1918, un partisan de la Société des Nations. Il écrit plusieurs textes, plusieurs discours, il est assez isolé sur la scène politique à l'époque, précisément parce que l'esprit est plus à la revanche. Il est élu président du Parti radical en 1919. Il construit alors toute une politique interne au Parti radical contre Clémenceau. Donc la plupart de ses opinions se comprennent par rapport à Clémenceau, en réaction à Clémenceau. Évidemment, Clémenceau, dans le traité de Versailles, est un des principaux partisans d'une appréciation sévère de la responsabilité de l'Allemagne. Donc Herriot va, d'une certaine manière, convaincre les radicaux qu'il faut faire autrement. C'est plus pour se démarquer, selon moi, que parce qu'il a déjà rencontré des idées de Keynes qui l'ont convaincu. On rencontre ensuite les idées de Keynes qui vraiment le convainquent dans cette disposition. Alors, donc début septembre 1924, pour revenir. Alors ça, c'est la conférence de Londres. Il faut que je sois un peu plus réactif. Ça, c'est début septembre 1924. Édouard Herriot est chargé de représenter la France à l'Assemblée générale de la Société des Nations. C'est pour lui l'occasion, justement, de relancer la Société des Nations
pour un processus de paix internationale. Il s'agit pour lui, dans sa conception des choses, de faire aboutir le processus qui a commencé dès le 11 novembre 1918. Tout l'enjeu de cette Assemblée générale de la Société des Nations, c'est de prendre le contre-pied de tout ce qui a été fait 4 ans auparavant et de donner, selon Édouard Herriot, des mécanismes juridiques qui vont venir contraindre les États, conformément au projet qui avait été émis par Léon Bourgeois, durant la guerre. Alors, il se rend presque une semaine à Genève, ce qui est assez exceptionnel pour l'époque. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement français se rend à la Société des Nations. Les Anglais l'imitent. Macdonald se rend lui aussi une semaine à Genève. Macdonald parlera le 4, c'est lui qui ouvrira les débats de la Société des Nations. Herriot parlera le 5. Rapidement, ils sont évidemment très attendus puisqu'ils se sont mis d'accord à Londres au préalable et leur position conditionnera les débats qui devront avoir lieu. Herriot reste une semaine, ce qui surprend énormément au regard de son emploi du temps très chargé à l'époque. Il parle le 7. Alors, il le dit dans ses mémoires, il aurait aimé rester l'ensemble du mois de septembre, qui est le mois de discussion. Il parle le 7 parce que ce sont les 10 ans de la bataille de la Marne, le 7 septembre 1924, et qu'il est contraint de se rendre à ces commémorations. Alors pendant cette petite semaine à Genève, il construit ce que les historiens appellent l'esprit de Genève, une expression qu'on emploie. C'est essentiellement un état d'esprit qui est partagé par les radicaux français, qui représentent essentiellement la France dans la délégation, les diplomates, et un certain nombre d'amis, une clientèle internationale qu'ils forment autour d'eux pour faire triompher leurs idées. Alors, on a comme ça, selon les témoignages de l'époque, une petite cour qui s'installe autour d'Herriot avec des grands noms. C'est intéressant. Pendant une semaine, on a Paul Valéry qui l'accompagne la plupart du temps, Anna de Noailles, la poétesse, Hélène Vacaresco, la poétesse qui est diplomate pour la délégation roumaine. On a Bénès, qui est très ami, Premier ministre tchécoslovaque, ministre des Affaires étrangères tchécoslovaque, et Politis, qui est ministre des Affaires étrangères grec. Ce groupe-là forme un groupe autour d'Herriot. Alors, l'ambiance, paraît-il, est bon enfant. Les discussions, pour comprendre le contexte, se passent l'après-midi. Le matin, Édouard Herriot profite de sa venue à Genève pour faire les bouquinistes. Il le dit comme ça, donc il fait tous les bouquinistes le matin, il est à la recherche de livres rares. Il collectionne les livres rares, il a une des plus grandes collections de France de livres rares. Donc il cherche pendant toutes les matinées des livres de Calvin, à tel point qu'il est même en retard à une réunion. C'est le secrétaire général du Quai d'Orsay qui est obligé de le sortir d'un bouquiniste. Il a déjà plus d'une demi-heure de retard à une réunion de la Société des Nations. C'est le péché mignon d'Herriot. L'après-midi, on a les réunions, et le soir, on a essentiellement des dîners mondains où se rejoignent ces cours dans lesquels on discute de l'avenir du monde. Alors, il y a une véritable tension entre anglais et français, et c'est plus, selon les diplomates, dans ces cocktails que se passe la diplomatie. Alors, les Anglais commencent par proposer ce qu'ils appellent des cocktails SDN et des drink protocoles, et en réaction, Herriot, 3 jours plus tard, demande que le gouvernement français organise des orangeades d'arbitrage pour réagir à cette diplomatie du cocktail. Alors, évidemment, Herriot s'épanouit complètement dans cette ambiance politico-littéraire. Il faudra rappeler qu'il est agrégé de lettres normalien, il est tout à fait à l'aise avec ça. Sauf qu'évidemment, selon beaucoup de diplomates, il n'est pas tout à fait impliqué dans ce qu'il fait. Il est persuadé que les choses iront d'elles-mêmes. Et on se trouve, comme ça, le 5 septembre, face à un discours d'Herriot qui, selon lui, est censé amener la paix internationale. Et dans la pratique, c'est ce que je verrai, les choses seront un peu plus compliquées. Alors, je vais revenir en 2 temps sur la théorie d'Herriot, qu'on appelle la doctrine française, pour ça le titre de la conférence, que lui-même appelle la doctrine française, et son application ensuite. Alors oui, la photo là que vous avez, je pourrais en parler un petit peu peut-être après, c'est une photo très particulière qui a été... Alors, celle-là, c'est pas la... Si, c'est la bonne. Qui a été achetée récemment par les archives municipales de Lyon. Donc, on en parlera un petit peu après, parce qu'elle a fait apparemment de grands débats, cette photo. Donc, c'est la photo de la Société des Nations et du discours d'Herriot le 5 septembre 1924.
Alors, donc, Édouard Herriot, dans son discours de 1924, dont on trouve quelques exemplaires encore imprimés, propose une paix internationale sur 2 piliers. Un pilier philosophique et un pilier juridique. C'est ce qui fait un peu la spécificité française. C'est une conception qui est empreinte d'idéalisme et qui ne correspond pas forcément au pragmatisme développé en même temps par MacDonald et les Anglais. Alors, sur les aspects philosophiques de cette doctrine politique, Herriot, avec plus ou moins de bonne foi, revendique deux influences qui doivent conditionner, selon lui, la paix internationale au XXe siècle. D'abord le scientisme, on pourrait même préciser le darwinisme social, et ensuite le solidarisme, et je vais vous montrer comment, pour lui, il y a un lien entre la paix et ces 2 conceptions. Alors d'abord, sa première idée, et c'est une grande idée qui le guide toute sa vie, c'est que la politique doit être guidée par la science, au niveau national comme au niveau international. C'est une conception qu'on retrouve dès qu'il est étudiant et qu'il utilisera toute sa vie. Alors, en réalité, quand il parle de politique guidée par la science, il parle de politique guidée par les lois scientifiques qui dirigent, selon lui, les développements organiques. C'est-à-dire, à demi-mot, le darwinisme social. Alors, le darwinisme social, il est un grand admirateur de Spencer, notamment. Il lit Spencer, il applique Spencer. Et donc, il utilise comme ça ce vocabulaire dans son discours. Selon lui, donc, la société internationale doit dépendre de 2 lois. La loi de la sélection et la loi de l'évolution. Assez banal. Alors, la loi de la sélection d'abord. De l'évolution d'abord. Alors, Herriot n'évoque jamais vraiment le devoir de paix, et c'est particulier à l'époque, comme un devoir de paix envers les morts. Il évoque toujours le devoir de paix envers les vivants et envers les générations futures, qui est très particulier à l'époque. La paix n'est pas un devoir que les gouvernants doivent au peuple, mais simplement la conséquence logique et scientifique de la vie internationale normalement réglée. Il exhorte ainsi à la Société des Nations les différentes délégations à mettre en place des mécanismes qui permettent aux nations de survivre comme les êtres vivants pourraient survivre. Alors, il explique donc qu'on a une théorie de l'évolution des nations, que les nations composées d'êtres vivants sont des êtres vivants et que donc elles doivent survivre, elles doivent trouver les moyens en elles-mêmes de survivre dans un environnement par nature belliqueux. Alors, si on s'intéresse un peu plus à l'utilisation de cette rhétorique de l'évolution, qu'on retrouve partout dans son discours et en général dans ses écrits, elle a 2 avantages pour lui d'un point de vue diplomatique. D'abord, il s'agit d'exprimer devant la Société des Nations le refus de la révolution. Il parle d'évolution pour ne pas parler de la révolution, parce que pour lui, la Société des Nations doit s'inscrire en contradiction avec l'international socialiste, le Comintern, plutôt l'international communiste, le 3e international qui a été fondé en 1919. Puisque Trotsky avait lui-même expliqué que l'adhésion au Comintern entraînait, de fait, une sortie de la Société des Nations, puisque les 2 étaient selon lui incompatibles. Je cite Trotsky, parce que j'ai trouvé la phrase intéressante. « Tout parti désireux d'appartenir à 3e international a pour devoir de dénoncer autant que le socialisme patriotiste avoué, le socialisme pacifique hypocrite et faux. Il s'agit de démontrer systématiquement aux travailleurs que sans le renversement révolutionnaire du capitaliste, nul arbitrage international, nul débat sur la réduction des armements, nulle réorganisation démocratique de la société des nations. » Et on est complètement contre Herriot. Alors Herriot et Trotskiste se connaissent assez bien et ne s'apprécient pas du tout. Il y a quand même un dialogue aussi entre les 2 hommes. Herriot confessera avoir utilisé régulièrement le vocabulaire de l'évolution, avec les théories de l'évolution, pour s'inscrire contre la révolution. Cette théorie s'inscrit contre l'URSS, alors même qu'il en demande la reconnaissance à l'époque. L'idée pour lui, c'est de donner notamment à Beneš en Tchécoslovaquie, mais aussi aux Polonais, des garanties diplomatiques inscrivant la France comme un allié avec ces 2 pays en cas de basculement
de l'opinion publique vers le soviétisme. Alors, l'autre intérêt, ça c'est un peu moins le cas en 1924, mais c'est toujours le cas dans la vie d'Herriot, c'est de dire que le radicalisme est un socialisme sans matérialisme. C'est un socialisme de l'évolution et pas un socialisme de la révolution. Donc, que finalement, le socialisme pacifique, c'est celui de Gambetta, c'est le sien, et c'est pas celui de Marx ni de Jaurès. Et ça, il le dira tout le temps, lui représente l'évolution, alors que Léon Blum représente la révolution. Et il explique sans arrêt cette dichotomie entre les deux termes. C'est très discutable d'un point de vue théorique, hein. Mais en tout cas, c'est ce qu'il veut dire, et c'est ce qui est proclamé à la conférence de la Société des Nations, donc en 1924. Alors, la deuxième loi, la loi de la sélection, qu'il utilise cette fois pas du tout, et là c'est un peu particulier, la loi de la sélection naturelle, donc la loi de la sélection sociale, est utilisée par Herriot dans toute sa carrière, sauf en 1924. Il n'évoque jamais la question de la sélection, la loi de la sélection comme une loi organisant la vie des États. Alors, j'ai une hypothèse à proposer à ce trou, alors qu'en général Herriot est quelqu'un de très construit, il fait les choses dans un sens, c'est que en 1922, Mussolini a fait un important discours sur la Société des Nations en disant que la Société des Nations doit répondre au principe de la sélection naturelle. Et donc, évidemment, je pense que dans ce contexte-là, Herriot ne peut pas se permettre lui-même de parler de la sélection naturelle, alors que Herriot et Mussolini, en réalité, sont tous les deux, dans leur doctrine propre, partisans d'une forme de darwinisme social. Sauf qu'ils n'en tirent pas les mêmes conséquences. Mussolini en tire la conséquence d'une guerre permanente, la sélection devant se faire par la guerre. Herriot tire plutôt une conséquence plutôt pacifique. Alors le deuxième pilier, c'est la question du solidarisme, beaucoup plus sérieuse, parce que vraiment elle impacte la vie politique française. Il faut rappeler rapidement ce qu'est le solidarisme. Le solidarisme viendrait, je parle au conditionnel, de Léon Bourgeois. En réalité, Léon Bourgeois a surtout été instrumentalisé par les continuateurs. Le solidarisme, ce serait une doctrine politique donc née à la fin du XIXe siècle, donc en 1898, par la publication de La Solidarité, ce livre qui joue un grand rôle, dans lequel Léon Bourgeois veut reprendre les théories du contrat social, des Lumières, de Rousseau, etc., et les réadapter au monde actuel, à la révolution industrielle. Le grand problème que Léon Bourgeois, théoriquement, pose est celui du consentement des individus. On considère que dans le contrat social, il faut que les individus soient consentants, qu'il y ait la volonté de contracter. Sauf que, évidemment, la naissance, l'enfant, fait qu'il n'a pas la volonté de contracter, et que l'ouvrier étant dans une dépendance vis-à-vis de l'industrie, il n'est pas capable non plus d'exprimer une volonté libre et éclairée. Donc, la solidarité, c'est dire qu'il n'existe pas de contrat social, qu'en réalité, il n'existe qu'un quasi-contrat social. Il faut revenir un peu au droit, pas faire de droit, mais rapidement, quasi-contrat social, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrat qui est conclu, mais simplement certains faits que font les hommes génèrent des obligations proches d'un contrat. D'accord ? Et selon Léon Bourgeois, le fait de naître dans une société fait que vous êtes contraint par des obligations et que les autres membres de la société ont des obligations vis-à-vis de vous. Alors, ce solidarisme aurait évidemment essentiellement des implications nationales, sur le territoire national, de l'assistance, on ne parle pas de la sécurité sociale, mais de l'assistance sociale, etc. Et c'est le cas dès 1898, il y a des incidences sur le droit international, puisque Léon Bourgeois considère que le droit international doit obéir à ce quasi-contrat, à ce principe de solidarité. Alors pareil, il faudrait revenir un peu sur le droit, sur la question de la solidarité, puisque les hommes sont obligés solidairement les uns les autres, c'est-à-dire que les plus riches pourront payer pour les plus pauvres, et ne seront pas contraints de payer ce qu'ils doivent. Chacun doit pour tout le monde. Très rapidement. Alors, dans l'ordre international, les solidaristes, puisque Léon Bourgeois finalement n'est qu'un initiateur, il est surtout entouré par un certain nombre de gens, les solidaristes veulent appliquer ces raisonnements à la société qu'ils considèrent universelle, en considérant que les intérêts politiques et économiques du monde forment un tout solidaire et que les pays ne peuvent pas se défaire de ce tout solidaire. Il y a chez les solidaristes une forme de fatalisme biologique qui oblige les États à veiller les uns sur les autres pour la sauvegarde de leur propre prospérité.
Alors, le solidarisme international n'est pas une doctrine pour la paix ailleurs, une doctrine pour sa paix intérieure dépendant des relations avec les autres nations. Alors, quand la Société des Nations arrive, elle apparaît tout de suite, essentiellement pour tous ces hommes, comme l'autorité régulatrice de ces obligations qui découlent de la communauté internationale. Alors, la théorie du solidarisme, telle qu'elle est utilisée par Léon Bourgeois, mais aussi par Édouard Herriot, parce qu'Édouard Herriot s'en réfère, présente deux avantages diplomatiques. D'abord, elle offre une image d'un pays qui recourt au droit dans sa théorie, et non pas un pays qui recourt à la force. Voilà. Bon, tout à l'image. Et surtout, cette théorie, et c'est le principal avantage, et c'est pour ça qu'elle n'est prise que par les Français, c'est une théorie qui autorise le colonialisme. Parce que, avec la théorie du quasi-contrat, toutes les nations sont dépendantes les unes des autres, et en vertu de l'obligation solidaire, les plus riches doivent aider les plus pauvres. Et donc après, vous pouvez en tirer toutes les conclusions que vous voulez. Les théories solidaristes réussissent à concilier deux idées apparemment inconciliables, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'ingérence internationale. On pourrait dire l'ingérence coloniale. Alors d'une certaine manière, l'égalité et la liberté des peuples sont limitées chez les solidaristes par un intérêt supérieur qui est l'ordre mondial, et pour garantir l'autodétermination des peuples, il faut que le principe de solidarité des nations les plus puissantes vienne en aide aux nations les plus faibles. Alors, je vous l'ai dit, Herriot, c'est un solidariste convaincu. Il travaille avec Léon Bourgeois dès 1907, il est seulement maire de Lyon depuis à peine 2 ans. Il est dans cette mouvance-là. Il connaît l'intérêt électoral de se référer au solidarisme. C'est quelque chose qui marche très bien à Paris, beaucoup moins à Lyon. Et c'est quelque chose qui permet de construire, c'est une théorie qui permet de construire un antagonisme avec le socialisme. Et c'est ça qui l'intéresse. C'est-à-dire que le socialisme dispose d'une base doctrinale très forte, très puissante, là où les radicaux sont un peu faibles. Et donc, pour lui, ils voient un intérêt essentiellement électoral dans le solidarisme, et je crois un intérêt intellectuel. C'est-à-dire qu'il connaît Léon Bourgeois, il partage ses idées, et vraiment, il tente de les appliquer dans plusieurs moments de sa vie. Alors, en 1924, il faut pour lui garantir la paix par un exercice effectif de la solidarité internationale exprimé par l'arbitrage. Alors je cite un des passages de son discours qui est un des plus célèbres. « Il vous faut, et par un acte de volonté, protéger la loyauté, et le cas échéant la loyauté de la plus petite puissance, contre les ruses et les défis de la force. Une grande nation peut à la rigueur se protéger seule, une petite nation ne le peut pas. Pour nous, Français, et en parlant, comme je vais le faire, j'exprime beaucoup moins une idée politique qu'une idée morale, pour nous, le peuple qui accepte l'arbitrage, qui donne ce haut exemple de se conformer à la justice, ce peuple, quel qu'il soit, petit, moyen ou grand, a le droit à la sécurité. Il n'y aura pas de communauté internationale, et là c'est Bénès qui parle tout le temps de la communauté internationale, il n'y aura pas de communauté internationale, de paix internationale, sans une réelle solidarité internationale. Alors, selon Herriot, cette solidarité s'apparente à celle qui vaut en fait dans les relations familiales, puisqu'il explique que la Société des Nations forme une famille d'États, et qu'au sein de cette famille d'États, pour assurer la survie de tous les membres, il faut que chacun se prémunisse de la guerre, ou du retour de la guerre. Alors, cette empreinte du solidarisme est le propre de la délégation française. Alors, la délégation tchécoslovaque s'y réfère aussi, mais c'est plus parce que Bénès est très francophile, très proche des radicaux, quelque chose de spécifique à la délégation tchécoslovaque. L'influence de Léon Bourgeois est évidente, il fait lui-même partie de la délégation française, il est invité par Herriot, et il vient d'ailleurs de recevoir le prix Nobel de la paix, si je ne dis pas de bêtises, aussi, un an avant, je n'ai pas vérifié, et la plupart du passage du discours d'Herriot ont été travaillés avec Léon Bourgeois, c'est ce que j'ai observé dans les archives. Léon Bourgeois a inclus le mot solidarité à presque tous les paragraphes du discours d'Herriot. Alors, je ne me souviens plus le nombre d'occurrences, mais on a plusieurs dizaines d'occurrences sur un discours qui dure 1 heure. Vraiment, ce recours au concept de solidarité, souvent les mots sont barrés pour être remplacés par solidarité régulièrement. Alors enfin, un troisième recours qui est beaucoup plus anecdotique, mais qui en réalité va jouer un rôle important, c'est le recours aux philosophes français. Herriot décide de conclure son discours par une citation de Pascal,
que je vous lis. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. La force sans la justice est accusée. Il faut donc ensemble la justice et la force, et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort et que ce qui est fort soit juste. C'est une pensée de Pascal, dans les pensées. Herriot la reprend, je pense, juste pour un effet oratoire, sauf que cette citation va avoir un effet phénoménal dans la presse, puisqu'elle va servir dans la presse internationale de résumé du discours d'Herriot, d'accroche, je ne sais pas comment on peut le dire, et des États-Unis jusqu'en Australie, c'est cette phrase de Pascal citée par Herriot qui est reprise et qui est censée signifier ce que veut la délégation française. Et en réalité, Herriot est complètement dépassé par l'usage de Pascal, à tel point qu'il est quand même interpellé à la Chambre presque 6 mois après, et on lui reproche l'usage de Pascal, en lui disant que c'est pas digne d'un président du Conseil républicain de citer Pascal. Alors je rentre pas dans les, j'ai pas très bien compris d'ailleurs toutes les nuances, mais beaucoup de socialistes ont opposé au recours à Pascal. Et donc Herriot est obligé de se justifier encore 6 mois après de ce recours à Pascal. Donc vraiment la citation a eu une influence énorme. Elle influence énorme et elle signifie ce que pensent les Français, c'est-à-dire qu'il faut un système de paix, de justice donc, internationale, mais réalisé par la force, c'est-à-dire des contraintes juridiques. Et c'est ça qui va cristalliser tous les débats, et c'est cette ambition-là qu'Herriot va tenter de mettre en jeu. Alors il va tenter de mettre en jeu cette ambition par 3 mécanismes juridiques qu'on appelle le triptyque Herriot à l'époque, 3 mécanismes juridiques qui, selon lui, doivent, s'ils sont pris ensemble, révolutionner les relations internationales et le droit international public. Alors c'est lui-même qui fonde ce triptyque: arbitrage, sécurité, désarmement. Alors, la théorie de l'arbitrage qui est présentée par Herriot est une idée de développer la Cour permanente de justice internationale de La Haye, qui avait été créée à la fin du XIXe siècle, et de rendre obligatoire pour tous les États membres de la Société des Nations le recours à l'arbitrage. En réalité, l'arbitrage, dans l'histoire, est une doctrine anglo-saxonne, mais qui n'a rien à voir avec celle qui est prônée par Herriot, puisque, en gros, après l'indépendance des États-Unis, les Anglais et les Américains décident, à chaque fois qu'ils ont un conflit, de nommer un arbitre, essentiellement pris parmi les nations neutres, qui viendra régler les différends consécutifs à l'indépendance des Américains. Donc les premières traces de l'arbitrage international datent de 1797, et ce sont essentiellement les Belges qui sont prédisposés à ce rôle d'arbitre entre Américains et Anglais. Alors, les Français, eux, se mettent à l'arbitrage presque un siècle plus tard. C'est 2 conférences de paix qui sont encore insuffisantes, en 1899 et en 1907. 2 conférences de paix dans lesquelles la France est représentée précisément par Léon Bourgeois. L'idée est que tous les conflits, soit d'ordre privé ou d'ordre public, soient gérés par une procédure d'arbitrage qui viendra, in fine, contraindre les parties. Alors, au moment de la création de la Société des Nations, on considère qu'il faut développer cet arbitrage qui a le plus souvent cours dans le droit privé entre les États. Sauf que le pacte de la Société des Nations fait évoluer la Cour permanente de justice internationale, mais rend facultatif la saisie de la Cour la Cour permanente de justice internationale. Il faut donc que ce soit les 2 États belligérants qui recourent à l'arbitrage pour régler le conflit. Autant vous dire que ça n'est jamais arrivé à ma connaissance. Les États n'ont jamais eux-mêmes saisi bilatéralement l'arbitrage. Alors, en 1924, Herriot, lui, tente de rendre obligatoire l'arbitrage pour tous les États membres. La grande nouveauté est que l'arbitrage, je vous l'ai dit, est contraignant, ce qui va d'ailleurs contre le principe de l'arbitrage, et s'impose aux États en limitant leur souveraineté.
Selon lui, il faut réviser le statut de la Cour permanente de justice internationale afin de rendre obligatoire la juridiction. Alors, cette question de l'arbitrage est une des plus délicates d'un point de vue diplomatique à l'époque, puisqu'avant la conférence, Édouard Herriot a bataillé presque 2 semaines à Londres sur cette question-là, après la discussion des réparations. Les Anglais n'étaient pas opposés au principe, mais ils étaient opposés à l'étendue de la question de l'arbitrage. C'est pourquoi Herriot s'était assuré du soutien anglais préalablement, et en juillet 1924, les chefs de gouvernement français et anglais avaient négocié préalablement à la Société des Nations l'étendue de cet arbitrage international. Le Premier ministre MacDonald souhaitait que pour l'économie européenne, les Français desserrent la pression sur le remboursement des réparations et donc aillent à l'arbitrage. Évidemment, Herriot ne veut pas un arbitrage entre la France et l'Allemagne, mais donc on limite la question de l'arbitrage à des cas très spécifiques. Et finalement, Édouard Herriot est un peu contraint par la position anglaise et par sa propre position diplomatique. Alors ensuite, la sécurité, qui est le deuxième volet, la sécurité, puisque selon Herriot, l'arbitrage serait une coquille vide s'il n'y avait pas moyen d'imposer les arbitrages aux différents États, d'imposer les conclusions des arbitres. Apparaît donc la question de la sécurité collective, qui est encore plus compliquée que la question de l'arbitrage. 2 systèmes sont opposés. Un système d'assistance mutuelle des membres en cas d'agression, c'est-à-dire un système minimum, ou bien la création d'une force internationale composée de contingents militaires des différents pays. C'est la proposition d'Herriot. Alors, déjà en 1923, la Société des Nations avait conclu entre les membres un traité de paix internationale, d'assistance mutuelle qui devait faire la paix internationale, mais les Anglais avaient encore une fois refusé d'adopter ce traité parce qu'ils considéraient que l'assistance ne serait pas réciproque. Les Anglais ayant l'empire colonial le plus étendu du monde, ayant l'armée à la sortie de la guerre la plus forte du monde, la marine la plus forte du monde, selon eux, selon leur position, ils considèrent qu'en cas d'agression d'un pays, ce sont eux qui devront intervenir et qu'en revanche, aucun État ne pourra venir les aider en cas de conflit. Donc ils ont refusé déjà en 1923 cette question de l'assistance mutuelle. Pour ce qui est évidemment de la question d'un contingent international de forces armées type aujourd'hui casque bleu, alors là, les Anglais n'en veulent absolument pas. Il est hors de question de partager notamment la marine anglaise. C'est clairement dit par les Anglais tout au long, même par M. MacDonald. Donc, l'idée va être, pour Herriot, de faire aboutir cette idée de sécurité collective et de la lier à la question de l'arbitrage. Lier les deux est fondamental. Herriot considère que la position britannique n'est pas satisfaisante parce que pour imposer un arbitrage aux États, il faut un recours à la force armée. Il faut un recours à la force armée. Les Anglais proposent des sanctions économiques, des blocus. Herriot considère que c'est absolument insuffisant. Il prend l'exemple de la Suisse et de la Belgique, en expliquant que du fait de leur neutralité, si ces pays venaient à être envahis, alors, il prend l'exemple évidemment de la Première Guerre mondiale, les blocus économiques ne serviraient absolument à rien, puisque le pays qui les envahirait aurait une frontière commune avec ce pays. Donc, typiquement l'Allemagne, faire un blocus au niveau d'une région, c'est possible, au niveau de l'Allemagne, c'est absolument impossible. Les frontières allemandes sont beaucoup trop grandes, l'Italie également. La question des sanctions économiques sont beaucoup trop faibles. Et puis, Herriot propose, troisième volet du triptyque, le désarmement. Alors, encore une fois, c'est une question récurrente dans la Société des Nations, mais Herriot veut lui donner une force en 1924. Les 2 grandes questions de l'armement, ce sont d'abord les armes chimiques, et ensuite la marine de guerre. Sur les armes chimiques, il y a un consensus absolument certain entre tous les membres. Il faut limiter l'emploi des armes chimiques. Il n'y a pas de problème. La question de la marine est beaucoup plus complexe. Évidemment, à la sortie de la Première Guerre mondiale, la marine française est au plus mal.
La marine anglaise est très bien constituée, la marine japonaise est extrêmement bien constituée, et il se trouve que lorsque les Français viennent demander une réduction de la marine, les Anglais et les Japonais le reçoivent assez mal, voire très très mal. Donc il y a comme ça des conflits assez importants. Alors, Herriot sent bien que sur ce point du désarmement, on atteint un point de fracture avec les Anglais, et donc dans son discours, il évoque la question du désarmement, considérant qu'elle fait partie d'un système général, celui de l'arbitrage, de la sécurité, etc., mais qu'il faudra la discuter beaucoup plus tard, et qu'il faudra renvoyer cette question en 1925. En 1924, il faut d'abord se concentrer sur les 2 premiers volets, et renvoyer la question du désarmement plus tard. Et c'est ce qui se fera. Alors ce triptyque est extrêmement théorique, mais il offre une nouveauté qui est demandée encore une fois par son ami Bénesse, finalement peut-être un peu le moteur de tout ça, qui est la définition de ce qu'est un crime d'agression en droit international. Toute la difficulté, c'est de l'arbitrage, oui, mais qui est agresseur? Qu'est-ce que agresser? Pareil pour désarmer ou pour la sécurité, à l'encontre des agresseurs, mais qui sont les agresseurs? Évidemment, le franchissement d'une frontière avec une armée, c'est une agression. Mais que faire de tous les éléments inférieurs à cet acte? Le nœud du problème qui est mis en avant par Bénesse et par Herriot, parce qu'ils travaillent ensemble, c'est qu'à l'heure de la guerre motorisée, le simple franchissement de la frontière ne peut pas permettre une réaction rapide pour mettre fin à un conflit, en tout cas pour stabiliser un conflit. Avec la guerre motorisée, en quelques jours, et c'est ce qui se passera en 1940, en quelques jours, un territoire peut être complètement envahi. Le temps que la Société des Nations réagisse, la paix est déjà finie. La guerre est déjà finie. Donc ce que propose Herriot, c'est de définir ce qu'est un agresseur. Et ça, c'est ce qui sera le plus repris jusqu'en 1940. C'est l'apport principal d'Herriot au droit international, c'est cette définition de l'agresseur, qui est une définition impossible à donner, puisque un certain nombre de pays considèrent que l'agression, en termes classiques, c'est le franchissement d'une frontière, etc. D'autres pays, beaucoup plus susceptibles, considèrent que simplement mettre un pied dehors du pays ou préparer la guerre, des préparatifs de guerre sont déjà des actes d'agression. Les Français, eux, ont une vision assez large de l'agression puisqu'ils ont peur que l'Allemagne se reprenne des armes militaires et donc reproduise un armement militaire. Et pour les Français, il faut absolument que l'agression soit la définition soit le plus large possible pour pouvoir imposer à l'Allemagne des contraintes en cas de non-respect de la j'y arriverai pas. En cas de non-respect des engagements contre la production d'armes. Alors, la définition que donne Herriot, elle est totalement novatrice pour les juristes à l'époque, c'est que l'agresseur est celui qui refuse l'arbitrage. Voilà. Sa définition, l'agresseur est celui qui refuse l'arbitrage. La définition est assez simple. L'arbitrage serait le principe du nouveau droit international. L'agresseur ne serait pas forcément celui qui commettrait un acte, mais celui qui refuserait de venir en discuter devant un arbitre, c'est-à-dire devant la Société des Nations. Alors, cette définition du crime d'agression, elle est totalement admise à l'époque. Elle est vraiment très très bien reçue d'une part les diplomates et d'autre part les juristes. Elle va être prise jusqu'en 1940, et quand on parlera de l'Éthiopie, la conquête de l'Éthiopie par l'Italie, on reprendra encore cette définition. Elle est très très bien accueillie dans la communauté internationale, sauf en Allemagne, évidemment. Sauf en Allemagne, parce que l'Allemagne ne fait pas partie de la Société des Nations, donc l'Allemagne ne pourrait pas recourir à l'arbitrage, parce que l'Allemagne fera partie de la Société des Nations seulement en 1926. Et les juristes allemands sont extrêmement critiques contre cette définition, et au fond, avec le recul, même si c'est grave de le dire, ils ont un peu raison, parce qu'en fait, Herriot fait et personne ne le voit à l'époque, à part quelques juristes allemands, Herriot confond la garantie et la garantie de la garantie. C'est-à-dire que le crime d'agression, la définition du crime d'agression doit servir à garantir la paix. Or, par cette définition inversée, l'agresseur, celui qui refuse l'arbitrage, c'est inclure la garantie contre l'agression dans la définition de l'agression. Alors, je rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est le serpent qui se mord la queue. Et ce qui fait que, précisément, l'arbitrage ne pourra jamais être imposé, parce que
celui qui refuse l'arbitrage, précisément, c'est celui qui fait la guerre. Et celui qui fait la guerre, il n'a pas besoin de recourir à un arbitre. Il a pris sa décision bien en amont et évidemment imposer à l'Italie fasciste cette définition-là n'a pas beaucoup de sens en 1936 face à l'Éthiopie. Alors, donc la doctrine Herriot, c'est celle-là, c'est une doctrine théorique fondée sur des principes philosophiques, fondée sur des principes juridiques. Alors, il faut préciser que 2 juristes travaillent sur ces principes, connus pour les étudiants en faculté de droit, c'est René Cassin et Georges Sell, qui travaillent sur ce triptyque Édouard Herriot, donc deux juristes qui ont des parcours par la suite complètement différents. Et c'est essentiellement René Cassin qui travaille sur ces questions-là. Il est invité comme représentant des anciens combattants, non pas comme juriste, mais au long du mois qui suit le discours d'Herriot, les diplomates travaillent dans 3 commissions sur le triptyque Herriot. 3 commissions sont nommées, une commission de l'arbitrage, une commission de la sécurité, une commission du désarmement. Ce sont 2 amis d'Herriot qui sont chargés de rapporter un projet de traité international qu'on appellera le protocole de Genève. C'est encore une fois M. Bénès et M. Politis, qui est le ministre des Affaires étrangères grec, qui est un ami d'Herriot de longue date, puisqu'ils avaient fait leurs études ensemble à Paris. À l'époque, lui était étudiant en droit, Herriot était étudiant à l'école normale supérieure. Alors, ce protocole, il tente, tant bien que mal, de mettre en œuvre les principes d'Édouard Herriot. Les Anglais s'y opposent et un compromis est tenté d'être créé entre les deux. Alors, la délégation française, pour vous en parler rapidement quand même, là on a une photo. Alors la délégation n'est pas au complète, mais tous ses membres vont, à part Herriot qui rentrera à Paris au bout d'une semaine, travailler sur les différents protocoles. On a entre autres Léon Bourgeois, que l'on voit à côté d'Édouard Herriot, qui est à l'époque complètement aveugle, c'est pour ça qu'il a un regard un peu particulier. On a à côté de lui Aristide Briand, et c'est très particulier parce qu'Aristide Briand n'est plus que député. Alors, on voit qu'il a une position d'honneur, il est ancien président du Conseil, évidemment, ancien ministre des Affaires étrangères, mais Aristide Briand est invité en tant que député de la Loire-Inférieure, je crois. Et à côté de lui, Paul Doumer. Alors pourquoi Paul Doumer a cette position d'honneur sur la photo, je l'ignore, il n'est pas encore président de la République. Un peu particulier. Alors derrière, sans tous les désigner, parce que les visages, je ne les connais pas tous, on a entre autres René Cassin, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a Jean Hennessy, ce seront des hommes politiques tous connus, Georges Bonnet, tous ces hommes sont Henri de Jouvenel, Joseph Paul Boncourt, Maxime Leroy, juriste de la faculté de droit de Paris, Louis Loucheur, Gabriel Anoto, qui sont tous des hommes qui sont dans le sérail d'Aristide Briand ou d'Édouard Herriot, qui sont choisis par les 2 hommes pour représenter les intérêts de la France. On a entre autres, on ne les voit pas sur la photo, Henri Bergson, qui fait partie de la délégation française aussi, Paul Valéry, je l'ai dit tout à l'heure, et Léon Jouot, qui représente la CGT. Les Français sont très critiqués pour avoir ramené un syndicaliste dans la délégation. Léon Jouot fait partie. Alors, il faut dire que c'est une délégation un peu exceptionnelle, puisqu'on aura quand même 3 futurs prix Nobel de la paix parmi ces hommes, qui est quand même un peu particulier. Donc René Cassin, Léon Jouot et Aristide Briand. Et les autres connaîtront des carrières diplomatiques extrêmement importantes. Alors, on a trois commissions. Dans chacune des commissions, on répartit les tendances. Les socialistes, avec Aristide Briand, vont s'occuper du désarmement. Les socialistes s'occupent du désarmement avec Aristide Briand. Les radicaux se prennent les 2 autres questions qui sont les plus importantes. L'arbitrage, c'est Léon Bourgeois qui sera chargé des négociations. Et la sécurité, qui est la plus complexe et la plus délicate. C'est Édouard Herriot qui commence les négociations et il sera ensuite remplacé par Henri de Jouvenel, qui est un sénateur radical à l'époque. Alors, les Français, quand on lit les archives, les débats, apparaissent comme les principaux moteurs des négociations. Les Anglais sont dans une position d'observation. Herriot a l'intelligence de nommer des rapporteurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui ne sont pas français, mais qui sont francophiles.
Politis pour la Grèce, Bénès pour la Tchécoslovaquie. Et il tente de mettre en place ainsi un protocole qui rendra les idées d'Herriot effectives dans le droit international pour réaliser la paix. Alors, leur première réussite, c'est de donner un préambule au protocole. Quelque chose pas si courante que ça dans les protocoles de la Société des Nations, un préambule qui reprend en réalité les idées les idées d'Herriot. Alors c'est dommage, j'aurais pu le mettre. Le préambule est assez bien écrit, mais dans ce préambule apparaît la solidarité internationale, l'objectif de paix. La phrase la plus connue qui restera, c'est que les États reconnaissent la solidarité qui unit les membres de la communauté internationale. Léon Bourgeois insiste pour que cette phrase soit mise dans le préambule du protocole. C'est la deuxième phrase, parce que le texte commence par « animé de la ferme volonté d'assurer le maintien de la paix générale et la sécurité des peuples, dont l'existence, l'indépendance et les territoires peuvent être menacés, les États reconnaissent la solidarité qui unit les membres de la communauté internationale ». C'est extrêmement explicite. Alors, on n'a cependant rien dans le préambule sur l'association étroite que souhaitait Herriot entre arbitrage, sécurité, désarmement. En réalité, il semble que les diplomates anglais, et là j'ai pas trouvé de traces, aient réussi à minimiser au maximum dans la rédaction du protocole le triptyque Herriot. Pas le faire écrire pour pas que le protocole soit trop français. Alors concernant l'arbitrage obligatoire, qui est la première idée d'Herriot, le protocole est extrêmement ambigu. On a un article qui dit que les États ne doivent jamais recourir à la guerre, sauf comme un acte de résistance face à une agression extérieure. Déjà particulier quand on sait que l'agression, ça n'est que le fait de ne pas reconnaître l'arbitrage. C'est particulier. Donc si l'État en face ne souhaite pas admettre l'arbitrage, l'autre État doit lui faire la guerre. Donc, c'est ce que ça veut dire. Dans un autre article, les États s'engagent à recourir de manière obligatoire, mais sans préjudice de la faculté de formuler des réserves, à l'arbitrage international. En réalité, ce bout de phrase est imposé par les Anglais. Les Anglais veulent qu'ils aient la capacité d'émettre des réserves sur l'arbitrage obligatoire. C'est quelque chose qui est systématique dans la diplomatie anglaise encore aujourd'hui. Les Anglais mettent des réserves au traité, c'est une pratique récurrente. Sur ce protocole-là, il n'y aura pas de réserve anglais du tout. C'est-à-dire qu'ils l'ont mis au cas où. Ils ne feront pas de réserve a priori sur cette question. Alors toutefois, une procédure commune à tous les États est proposée. Cette procédure, c'est lorsqu'un différend apparaîtra, les membres peuvent soumettre le problème au Conseil de la Société des Nations. Le Conseil tentera alors de convaincre les États belligérants de recourir à un arbitre. Si les États ne trouvent pas de solution à cette première médiation, il est constitué avec leur accord un comité d'arbitres. La Cour permanente de justice internationale doit offrir son aide technique au comité qui aura été formé. Si les deux États expriment leur volonté de ne pas recourir à l'arbitrage, alors le Conseil de la Société des Nations formera lui-même le comité arbitral qui proposera des solutions, voire des sanctions. C'est-à-dire que vraiment, même si les États refusent, il y aura un arbitre. Ce qui du coup n'est pas un arbitre, devient une juridiction. La grande avancée réside dans le fait que le conflit entre deux États sera tranché sans leur accord. Les autres membres devant apporter leur concours à l'exécution des sanctions prononcées par l'arbitre. Et afin d'assurer donc l'effectivité des sanctions, je l'ai dit, le protocole explique que ce sera au Conseil de proposer à l'ensemble de la Société des Nations des mesures coercitives visant à contraindre les États. C'est l'article 3 du protocole. Tout le système de l'arbitrage repose donc sur la question de l'effectivité des sanctions. C'est ce qu'Herriot appelle la sécurité, son deuxième principe. Et c'est lui qui se charge au début de ces négociations. Je vous l'ai dit au départ, le débat porte sur savoir si, comme en 1922, les sanctions doivent être économiques ou militaires. Sur le plan militaire, le protocole dit que tous les États, et c'est une victoire d'Herriot, devront collaborer selon leur situation géographique et selon leur puissance à la paix. En réalité, et c'est ce qui ressort des débats, ce sont les Français et les Anglais qui sont les principaux concernés, puisque en raison de leur empire coloniaux,
et de leur forte puissance militaire, ce seront les deux forces qui seront chargées d'intervenir en cas de conflit. Il est décidé également que tous les États signataires du protocole forment entre eux un pacte d'assistance mutuelle si un des leurs est agressé par un État non membre de la Société des Nations. Et ça, c'est une demande, encore une fois, d'Édouard Herriot. Il a peur de l'Allemagne. Il a vraiment une peur qui le hante. Il a peur que l'Allemagne réattaque. Et les Anglais ont été très réticents à cette idée d'assistance mutuelle, parce que non. Mais Herriot obtient ça dans les négociations. Il obtient que cette signature du pacte, qui en réalité veut dire une protection de la France d'un côté et de la Pologne de l'autre côté. Pologne qui est encore plus terrorisée. Il y a une guerre soviéto-polonaise, entre 1919 et 1921. La Pologne est absolument terrorisée de sa situation géographique entre les deux grandes puissances. Et c'est une victoire donc pour les Polonais et les Français. Et les Anglais le vivent assez mal, ce point on verra tout à l'heure. Alors, sur le plan économique, les débats du mois de septembre, finalement, ne permettent pas de trouver de sanctions précises. Les Anglais souhaitent des blocus. Les Français aimeraient qu'on aille plus loin dans les sanctions. Alors, le protocole renvoie simplement à une conférence future qui devra décider quel type de sanctions on utilisera. Alors, en revanche, tous les diplomates, et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les débats, reprennent la définition d'Édouard Herriot sur le crime d'agression. L'agresseur, alors c'est ce qui est écrit dans l'article 10 du protocole, est présumé agresseur tout État qui aurait refusé de soumettre le différend à la procédure pour règlement pacifique. Présomption d'agression. Donc ainsi, pour le droit international public, l'arbitrage et la sécurité sont clairement définis et leurs procédures sont déterminées. Le protocole est signé par tous les États le 2 octobre 1925. Pour la France, c'est Aristide Briand qui le signe, puisque Édouard Herriot n'est plus à Genève, et entame alors un processus dans chacun des pays de ratification pour rendre le traité obligatoire. Alors, il est traité aussi rapidement à la fin du mois de septembre la question de la conférence du désarmement, parce que Édouard Herriot a dit on reportera plus tard la question du désarmement pour pas vexer les Anglais. Il est décidé donc qu'au mois de mai 1925, il y aura une nouvelle conférence à Genève sur la question du désarmement. Au fond, Édouard Herriot le dit dans ses mémoires, il porte très peu d'espoir sur cette conférence. Il est persuadé que les Anglais n'accepteront jamais le principe du désarmement et que ça ruinerait tout son système de paix international. En réalité, il se trompe. Alors évidemment, les Anglais seront très hostiles à cette idée, mais ils vont faire un effort assez important, puisqu'après le 4 mai 1925, c'est Aristide Briand qui cette fois est ministre des Affaires étrangères. Il obtient des Anglais un texte, qui est toujours en vigueur aujourd'hui d'ailleurs. On l'appelle aujourd'hui le protocole de Genève, c'est le deuxième protocole de Genève, qui interdit l'emploi des armes chimiques. Alors, c'est quelque chose qui est assez bien reçu. Il n'est pas question de la réduction des armements terrestres et marins. Quelque chose qui n'est toujours pas abordé. Alors, le protocole, donc, sur la suppression des armes chimiques, dont la paternité revient en partie à Édouard Herriot, qui vraiment avait milité pour ce protocole, alors pas à lui seul évidemment, c'est quelque chose qui remonte depuis la Première Guerre mondiale, est un texte qui convient aux Français et aux Anglais. On voit la patte d'Aristide Briand puisqu'il interdit l'emploi des armes chimiques, mais il n'interdit pas ni la fabrication ni la possession des armes chimiques. L'idée, c'est de créer une forme de dissuasion militaire sous le même système que fonctionnera la dissuasion nucléaire après 1945. Ainsi, en moins d'un an, la doctrine Herriot est partagée par la communauté internationale et par les différents diplomates. Et Édouard Herriot, interrogé au milieu de l'année 1925 sur ce triptyque, explique que sa principale victoire est la définition du crime d'agression. Pour lui, tout repose sur cette clé de voûte. Il a réussi, selon lui, à créer un système liant les deux, liant l'arbitrage, la sécurité et le désarmement. Là, on verra que le système va échouer, mais Herriot est assez fier de dire dans ses mémoires qu'il a accompli, selon lui, l'événement le plus important de sa vie en prononçant ce discours du 5 septembre 1924. Alors, moins connu, et je vous en parle un petit peu, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus sur ma thèse, c'est qu'à côté de ces réunions officielles à la Société des Nations, Herriot met en place tout un système
européen qu'on appelle l'entente parlementaire, qui est un système européen qui doit servir les intérêts français contre les intérêts anglais. Alors, il faut revenir un peu au Parti radical. Le Parti radical en France est assez isolé sur la scène internationale, une spécificité assez française, le Parti radical. Il y a des partis radicaux dans plusieurs pays d'Europe, surtout en Europe de l'Est. Mais au fond, Herriot se trouve concurrencé par les socialistes qui forment l'Internationale socialiste. Et donc, il décide d'organiser, en 1924, pendant qu'il est à Genève, une réunion de l'ensemble des parlementaires radicaux de l'ensemble des pays membres de la Société des Nations pour former, à côté de la Société des Nations, une entente parlementaire qui préparera la ratification du traité dans chacun des pays concernés. L'idée, c'est de vraiment obtenir la ratification du protocole par les États. Donc, il utilise ses ressorts du Parti radical pour obtenir ça. Alors, cette société a pour but dans ses statuts, elle est fondée donc en octobre 1924, en même temps que la Société des Nations. Elle est formée par le mathématicien Émile Borel, qui est un député radical très, très important à l'époque. Elle a pour but dans ses statuts, et je cite, c'est particulier, hein, à côté des conférences diplomatiques, à côté des sessions de l'Assemblée des Nations, constituer des réunions officieuses dans lesquelles collaborent les membres des parlements. Il est vraiment écrit qu'ils devront faire des réunions officieuses pour faire avancer la Société des Nations dans un sens. Alors, il y a 19 pays qui sont invités. Évidemment, les Anglais ne font pas partie de l'entente parlementaire. C'est une alliance essentiellement entre les Français et la plupart des pays d'Europe de l'Est. Alors, cette entente parlementaire a une histoire un peu particulière parce qu'elle durera jusqu'en 1935 et elle constituera pour le Parti radical français une assise extrêmement solide de son développement en Europe. Il faut préciser que c'est une association essentiellement française. Le Parti radical français finance les partis radicaux des pays d'Europe de l'Est, en échange de quoi elle dirige l'ensemble de l'entente. Parce que le président de l'entente est Édouard Herriot pendant presque 20 ans. Le trésorier est un autre membre du Parti radical, et le secrétaire général est un autre membre du Parti radical, et les 4 vice-présidents sont des membres du Parti radical français. Que des Français qui dirigent. Alors on a des noms assez importants quand même dans ce panel, surtout en Roumanie, en Bulgarie, c'est là où il y aura les réunions pour donner un semblant d'internationalité. Alors, dans l'esprit d'Herriot, cette entente des parlementaires radicaux d'Europe doit venir prolonger dans les relations internationales les règles du parlementarisme qui sont, selon lui, le fruit du progrès démocratique. Donc, en introduisant une dose de parlementarisme dans la Société des Nations, il est persuadé que l'intérêt des peuples va venir s'opposer à l'intérêt des États. C'est ce qu'il dit, on peut en discuter, mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Alors ça, c'est vraiment à court terme. À court terme, il y a une véritable réussite, c'est l'adoption de ce protocole. C'est l'adoption de ce protocole, mais à plus long terme, évidemment, tout le système Herriot va s'écrouler. Tout le système Herriot va s'écrouler, d'abord parce que le protocole de Genève va être ratifié par la plupart des pays, sauf par l'Angleterre, alors même qu'elle avait donné sa signature. L'Angleterre va exprimer son accord seulement 6 mois après la conférence de Genève. Le Premier ministre MacDonald, les travaillistes, s'était complètement laissé convaincre par les idées d'Édouard Herriot, et malgré un certain nombre de réserves dans les débats, les Anglais avaient accepté les grands principes de ce qu'on appelle donc le règlement pacifique des différends. Mais à la fin du mois d'octobre 1924, en Angleterre, il y a une forte crise ministérielle. Le gouvernement travailliste chute à cause d'une fausse lettre qu'il aurait reçue du Comintern. Bon, maintenant, on sait que c'était faux, mais à l'époque, il chute pour cette raison-là. MacDonald dissout la Chambre des communes. L'élection de novembre 1924 envoie une majorité conservatrice. Donc, MacDonald est remplacé par un gouvernement conservateur, celui de Baldwin, et c'est Austin Chamberlain qui remplacera MacDonald aux affaires étrangères. Et alors, Austin Chamberlain n'est pas Neville Chamberlain, c'est son demi-frère. Mais ils partagent à peu près les mêmes idées. Alors, pour vous donner la différence d'ambiance entre les hommes, j'ai une image ici qui a été prise entre Herriot et MacDonald lorsqu'ils rentrent chacun dans leur pays respectif à la fin de la conférence de Genève. Donc,
ils sont assez complices, ils rigolent même avec les journalistes. Et seulement 3 mois après, voici l'autre ambiance entre Français et Anglais. Herriot déteste Chamberlain, Chamberlain déteste Herriot. Donc on a diplomatiquement un changement de mentalité extrêmement fort entre les deux. Herriot dira même Chamberlain est un lord, je refuserai de lui parler. C'est-à-dire qu'Herriot considère qu'il n'a pas à parler aux nobles dans un système républicain. Extrêmement tendu entre les deux hommes. Évidemment, Chamberlain considère qu'Herriot est un démagogue et les deux hommes ne s'entendent pas du tout. Évidemment, tout les oppose, même dans les idées. Chamberlain, son premier acte de ministre des Affaires étrangères, c'est de dénoncer le protocole de Genève comme étant contraire aux intérêts britanniques. Il explique, alors il fait un argumentaire extrêmement long en 7 points, qu'il envoie à toutes les chancelleries européennes. Les archives britanniques en ont mis un exemplaire en ligne, j'ai pas pu le mettre dans la présentation. Le texte est extrêmement dur. En 7 points, il explique pourquoi, selon lui, il est absolument impossible pour la Grande-Bretagne et 5 autres pays de la SDN, c'est-à-dire les 5 dominions, le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Inde. Vous enlevez quand même une bonne partie de la planète. Ils sont incapables de ratifier ce traité. 3 arguments principaux. Chamberlain explique qu'il y a une incohérence profonde dans le projet d'Herriot, et on ne peut pas forcément lui donner tort. Il pose la question, comment concilier la sécurité collective assurée par les armées des États membres tout en demandant leur désarmement progressif. Au fond, l'URSS et l'Allemagne ne faisant pas encore partie de la Société des Nations, comment peut-on assurer la défense contre ces puissances-là si les États se désarment en même temps? Le deuxième argument développé par le gouvernement anglais, c'est le principe des sanctions économiques qui va être discuté plus tard. Ils ne veulent absolument pas qu'on discute des sanctions économiques. Il prend contre-pied complètement de MacDonald. Pour Chamberlain, discuter mettre en place des blocus maritimes, ça serait créer des tensions extrêmement fortes vis-à-vis des Américains, puisque la marine anglaise étant la seule capable de créer des blocus d'envergure, elle serait en conflit sur les mers avec la marine américaine qui s'est arrogée elle-même le droit de défendre le libre commerce sur les océans. Et donc, Chamberlain explique qu'il y aura une tension et que les États-Unis ne faisant pas partie de la Société des Nations, ils continueront à commercer et à passer les blocus. Et que, du coup, tant que les États-Unis ne font pas partie de la Société des Nations, le concept de blocus est absolument impossible. Et enfin, troisième argument, le gouvernement conservateur considère que la notion de solidarité, et là c'est vraiment une discussion philosophique, n'est pas valable dans les relations internationales. Qu'en raison de la supériorité militaire et territoriale de l'Empire britannique, les Anglais seront contraints de mettre leurs ressources au service de la Société des Nations, et je cite Chamberlain, sur n'importe quelle partie du globe, pour n'importe quel conflit du monde, pour n'importe quel conflit, sans contrepartie. Ils n'ont pas du tout la même conception de ce que doivent être les relations internationales. Et cette mobilisation permanente de la flotte britannique affaiblirait la défense des îles de Grande-Bretagne. Puisque les navires n'étant plus dans la Manche et dans la mer du Nord, les Anglais alors c'est l'argument qui est développé par Chamberlain et Baldwin. Alors pour résumer, ce qui pose vraiment problème aux Anglais, c'est le caractère contraignant du protocole. Alors, ce nouveau gouvernement anglais. Et donc le 12 mai, il dénonce le protocole comme étant un instrument de guerre entre les nations. Il ne propose même pas le vote à la Chambre des communes. Il envoie simplement une missive diplomatique en disant que les Anglais dénoncent le traité, se rendront bien à la conférence du désarmement, pour le coup participeront correctement à la conférence du désarmement, mais refusent l'arbitrage et refusent la sécurité collective. Pour Herriot, c'est un véritable échec, mais il est pris en même temps dans des difficultés financières en France, et les choses passent comme ça. L'autre échec, c'est un an plus tard, à l'été et à l'automne 1925, puisque la question des réparations allemandes ressurgit, la question de la sécurité de la France face à l'Allemagne ressurgit, et le principe même qui était développé par Léon Bourgeois et Édouard Herriot de faire de la multilatéralité, c'est-à-dire des traités partagés par l'ensemble des pays de la Société des Nations, disparaît pour un recours à des traités
seulement entre partis, seulement régionaux, c'est ce que souhaite Chamberlain, des traités qui organisent entre pays de puissance équivalente des assistances mutuelles. C'est notamment ce que accepte Aristide Briand après Édouard Herriot dans le protocole de Locarno. Le Royaume-Uni explique qu'il n'est pas possible pour eux de s'engager à défendre des États qui ne pourront pas en retour les défendre. Donc les États-Unis acceptent un pacte, ce qu'on a le pacte de Locarno, et acceptent d'assurer la défense de la France parce que la France serait capable d'assurer la défense anglaise et notamment des dominions anglaises. Donc on a le pacte de Locarno qui serait un pacte seulement entre certains pays, Italie, Allemagne, Belgique, France et Grande-Bretagne. C'est un système des relations internationales qui va fonctionner à deux vitesses sur l'Europe occidentale et dans le monde, la Société des Nations étant complètement délaissée par le gouvernement de Baldwin. Alors pour Herriot, il explique dans ses mémoires, c'est vraiment un grand désarroi puisque d'abandonner la multilatéralité pour recourir à des accords particuliers, c'est revenir au fonctionnement d'avant 1914. C'est former des ententes, et pour lui, ça n'est pas possible. Il dénonce même, il y retournera à Genève plusieurs fois, il dénonce même ce qu'on appelle, les journalistes appellent les Locarno Tea Parties. Ce sont des conférences qui se déroulent à Genève en même temps que la Société des Nations chaque année, qui regroupe seulement les Allemands, les Italiens, les Français, les Anglais et les Belges. Herriot refusera toujours de se rendre à ces Locarno Tea Parties en estimant que c'est contraire à l'esprit de la Société des Nations. On est vraiment fin 1925, c'est-à-dire moins d'un an après, un peu plus d'un an après. Alors, il ne faut pas tout mettre sur le dos des Anglais non plus. Les Anglais défendent leurs intérêts, c'est juste. Et Édouard Herriot se positionne comme un apôtre de la paix internationale, mais on l'a dit, la délégation française défend des intérêts français contre l'Allemagne, des intérêts français pour assurer la réparation, le remboursement des dettes de guerre. Alors, on a souvent dit que les Anglais sont pragmatiques et que les Français sont idéalistes. Je crois qu'à cette époque, Herriot est lui aussi très pragmatique, même s'il se camoufle dans un certain idéalisme. J'en prends un exemple tout simple, c'est qu'en janvier 1925, le gouvernement Herriot entame une répression terrible d'émeutes en Syrie. On a le début de la guerre d'indépendance en Syrie. La France administrait la Syrie en vertu d'un mandat qui lui a été confié par la Société des Nations. Et ce sont des proches d'Herriot qui administrent la Syrie. C'est lui-même qui remplace le général Weygand, on va le dire en français, par le général Sarrail, qui est un membre du Parti radical. Le général Sarrail gère la Syrie de façon extrêmement autoritaire, à tel point que j'ai retrouvé des missives des télégrammes d'Herriot dans ses archives, dans lesquels il ordonne au général Sarrail d'arrêter un certain nombre d'exactions militaires. Et le général Sarrail est réputé pour être un anticlérical acharné. C'est-à-dire qu'il est censé administrer le Liban et la Syrie, et il refuse de se rendre à n'importe quelle réunion s'il y a un dignitaire religieux. Alors, pour le Liban, ça crée des problèmes faramineux, à tel point qu'Herriot lui demande, c'est assez drôle, il me demande le 10 janvier, pourquoi n'êtes-vous pas allé à telle réunion avec le patriarche des Maronites ? Puis le 17 janvier, je vous prie d'aller à la prochaine réunion. Et puis 10 jours encore après, il le tutoie presque, il lui dit « je t'ordonne d'aller ». Et Sarrail refuse de répondre aux ordres d'Herriot, ce qui crée un certain nombre de problèmes. Alors il y a une révolte en pays druze, en Syrie, qui est réprimée par Sarrail avec énormément de violence. Pendaison, il y a bombardement de Damas, enfin c'est assez dur, à tel point que, alors ce ne sera pas Herriot, mais ce sera Paul Painlevé juste après, qui remplacera Sarrail par Henri de Jouvenel, encore un proche d'Herriot. Et Sarrail rentre à Paris. Alors, il y a quelques photos intéressantes de Herriot et Jouvenel en Libye. Et donc Herriot, il est interpellé sur ces questions syriennes, en disant mais quand même, ce que vous faites en Syrie, c'est complètement contraire à la paix internationale. Et il dira dans la Chambre des députés, non, ce que je fais en Syrie concerne la politique intérieure de la France. Donc, la messe est dite, oui pour la paix, mais seulement avec qui je décide. Donc pour ça, dire de faire d'Herriot non plus un apôtre de la paix, il faut faire attention. Herriot a un certain rapport à la paix qui concerne les relations internationales, c'est-à-dire avec ses amis d'Europe de l'Est, grosso modo,
pas forcément avec l'ensemble du pays. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Herriot et Lappé, c'est un couple, je vous l'ai dit, un peu particulier, un couple empreint d'idéalisme, empreint d'intérêt français. Il faut quand même dire que son discours, le 5 septembre 1924, est porté vraiment comme une grande espérance dans les pays qui le reçoivent. En France, l'opinion publique est très très favorable au début à la politique menée par Herriot. Ça va très vite se dégrader, mais au début, Herriot est vraiment acclamé à son retour en France. Et malgré l'échec de ses idées, de ce triptyque Herriot, il continuera à avoir un rapport à la paix. Alors, toute sa carrière, il tentera de faire triompher l'idée de ce qu'il appelle les États-Unis d'Europe, c'est-à-dire la Fédération européenne. On est le 25 janvier 1925, juste après Locarno, il pressent le refus anglais. Juste après le protocole, il pressent le refus anglais et il lance un appel à la Chambre des députés qui sera le premier appel officiel à l'union des différents États européens qu'il appelle tantôt les États-Unis d'Europe, tantôt la Fédération européenne. Il sera considéré comme ça, comme un des précurseurs de l'idée européenne, à tel point que quand on crée le Conseil de l'Europe en 1949, il sera le premier président du Conseil de l'Europe. Ce sera lui qui travaillera qui présidera l'Assemblée du Conseil de l'Europe à Strasbourg, donc le 10 août 1949. Donc voilà, je vous remercie. On peut parler un peu de la paix d'Herriot, quelque chose qui suscite en général beaucoup de débats. Si vous souhaitez, on peut répondre à votre question. S'il n'y en a pas de problème non plus. Merci. Ouais, de toute façon. Alors, moi, juste simplement, alors merci pour cette très brillante communication absolument passionnante. Qui montre combien, eh bien, effectivement, il faut construire une paix. Alors, redéfinir les contours des relations du droit international public classique, des relations interétatiques et souverainistes, et ce grand défi qui est celui, eh bien, d'instaurer une paix contre les intérêts souverainistes, mais on le voit constamment rattrapé par cette réalité souverainiste, que ce soit du côté anglais, que ce soit du côté français, vraiment, on l'a bien vu. Alors, avant de donner la parole, si toutefois vous avez des questions, et je ne doute pas que vous en aurez, simplement une question, parce que vraiment qui m'interpelle, tu montres bien qu'il se réfère à la philosophie, au droit également. Alors, est-ce qu'à un moment donné, il convoque Kant ou encore Grotius? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, non, jamais, parce que quand même cette idée selon laquelle, on voit bien là, ça reste toujours quand même une paix pensée entre les États. Est-ce qu'à un moment donné, le régime, alors tu y as partiellement répondu avec sa société parallèle, mais est-ce que le régime politique, la forme du régime politique conditionne la future paix, comme pouvait le dire Kant? Est-ce qu'il n'y a qu'une démocratie qui peut permettre la paix? Et on le voit là, lui, il propose le parlementarisme comme le vecteur de la paix. Donc, ce serait le premier point de ma question. Est-ce que véritablement pour lui, le régime politique est la condition sine qua non? Donc, une démocratie serait la condition sine qua non pour parvenir un jour à la paix. Et est-ce que, à l'image d'un Grotius, il pourrait imaginer qu'il y ait une forme d'intervention? Donc, on dépasse le principe de non-intervention et de non-ingérence, une intervention solidaire des États pour venir en aide, cette fois, à un peuple opprimé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait un droit d'ingérence pour instaurer la démocratie par le biais de sa sécurité collective dont il nous parle? Bon, c'est un peu les thématiques actuelles. Alors, en effet, le rapport à Kant est très très important puisque Herriot est un anti-kantiste. Alors, il fait référence au projet de paix perpétuelle en disant, voilà, c'est quelque chose de bien, mais il explique partout que ce qui le motive, c'est la philosophie d'Hegel, et que, selon lui, Hegel et Kant sont complètement opposés. C'est une position de doctrine qui, dans les faits, complètement contredite. Oui, c'est complètement contredit. Mais lui le dit, il n'est pas kantiste. Il considère que la paix n'est pas une question de morale, mais une question de science. Parce que les États doivent survivre, ils doivent faire la paix, et que c'est quelque chose qui est imposé par une forme de dialectique historique, etc. Alors, les conséquences qu'il en tire, c'est justement l'inverse. Il est contre l'idée que ce sont les démocraties qui font la paix. Il est persuadé qu'une monarchie peut faire la paix. D'ailleurs, il fait entrer, sous le patronage de la France, le royaume du Siam comme membre de la Société des Nations. Et le royaume du Siam n'est pas une démocratie à l'époque. Il fait rentrer le royaume du Siam sous la Société des Nations. Et il est critiqué pour ça. Et il dit le roi du Siam a autant de valeur que le président de la République française. C'est extrêmement contradictoire parce que d'un autre côté, il refuse de parler avec un lord anglais. Donc,
fait partie des contradictions qui en réalité sont une année il dit quelque chose, une année il dit l'autre en fonction de ses intérêts. Alors quand ses intérêts rencontrent ceux de la France, on appelle ça les intérêts de l'État, donc ses intérêts partisans quand ce sont ses intérêts partisans. Il n'est pas pour un droit d'ingérence contre un peuple opprimé. C'est quelque chose qu'il ne partage pas. C'est un autre cas, il a toujours été très critique à l'égard de Bonaparte, qui, je ne sais pas, c'est lui qui le dit, qui aurait dit qu'il faisait une invasion de l'Allemagne, la deuxième ou la troisième, je ne sais plus, pour aller libérer un peuple opprimé. Il dit que c'est absolument faux et qu'on ne peut pas libérer les peuples, que les États doivent représenter les peuples. Donc je crois pas, je n'ai jamais vu chez lui la volonté d'ingérence humanitaire, on pourrait dire, d'ingérence démocratique. Il est convaincu qu'on ne peut pas faire ça. Je te remercie. Est-ce qu'il y aurait une question ? Merci. Merci. J'en aurais beaucoup à vous poser, tant la conférence était riche et passionnante. Je ferai une observation pour défendre Édouard Herriot. Finalement, son protocole sur l'interdiction sur l'interdiction de l'emploi, et vous avez très bien précisé, des armes chimiques, a fonctionné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et effectivement, comme vous l'avez dit, les États se sont tenus en respect mutuel. Les Allemands n'ont pas osé employer l'arme chimique parce qu'il y aurait sûrement eu en retour l'emploi de l'arme chimique par les Français ou les Anglais, mais enfin, on n'en était pas bien sûr, puisque on a trouvé en 1940 toutes sortes de modèles de masques à gaz, y compris pour les bébés. Mais c'était très intéressant, et finalement, il y avait une volonté de construire les relations internationales qui, malgré les insuffisances, et vous avez vraiment, c'était très intéressant que la façon dont vous l'avez montré, malgré ces insuffisances, il y avait cette défense du multilatéralisme, qui est toujours d'actualité aujourd'hui, qui est très intéressante. Cette définition de l'agresseur est quand même reprise par tous les diplomates, même si les Allemands critiquent la notion de manière un peu spécieuse, à mon avis. Poser la personne qui refuse l'arbitrage, qui refuse une solution juridique comme l'agresseur, c'est quand même intéressant. Et là, on retrouve Kant, d'ailleurs. J'appelle européens tous ceux qui reçoivent et qui acceptent le droit à la place de la guerre. Je ne sais plus où est cette phrase, mais en vous écoutant, et heureusement que vous l'avez précisé après, moi je voyais un Édouard Herriot, successeur de Kant, et non. Ce rapport à Kant est très particulier, parce que en réalité c'est un débat en 1927 qui tranche un peu la question, puisque les électorats, mais un certain nombre de cadres des partis, notamment socialistes, refusent tout rapport à Kant. C'est une question de principe dans la SFIO. Et Édouard Herriot, dans ses années de jeunesse, à Normale Supérieure, a été énormément influencé par Lucien Hebb, qui est un hégélien, et pour une raison philosophique qui m'échappe complètement, considère que Hegel et Kant ne peuvent pas cohabiter. Alors ce qui est idiot, c'est qu'il en reprend un certain nombre de conclusions, mais cela relève presque de l'acte de foi, quoi. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Il est tellement attaché à des idées, à l'idée que l'histoire est mue par un rapport entre la force et la justice, comme Hegel peut le dire, qu'il abandonne complètement toutes les autres théories. Il a une fidélité à Hegel tout au long de sa vie, qui est un peu troublante, c'est une question de principe. Et il n'en tire pas toutes les conclusions qu'on pourrait croire. Je vous remercie. J'étais très intéressé. Dans un colloque récent sur Philon d'Alexandrie, j'ai appris qu'il avait écrit un ouvrage sur ce philosophe du 1er siècle, parmi de très nombreux autres ouvrages, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, et ça m'a intéressé par un titre, vous me disiez, pendant son service militaire. Et alors, les mauvaises langues diraient que ça tranche avec
l'ex-néo-maire actuel qui, quand il a cité Saint-Augustin à l'Assemblée nationale en février dernier, s'est complètement fourvoyé dans la traduction. J'ignorais complètement la citation de Saint-Augustin de M. Souto. Pour Édouard Herriot et Philon d'Alexandrie, il ne faut pas forcément exagérer l'essai qu'il a fait sur Philon d'Alexandrie. Justement, c'est un essai dans lequel il tente d'appliquer les principes de la philosophie hégélienne à Philon. Aujourd'hui, c'est assez critiqué. C'est un ouvrage conséquent. Il fait plus de 500 pages. C'est un traité. Il écrit pendant son service militaire, assez particulier. Très critiqué, puisque à l'époque, il est très très bien reçu. Il obtient un prix, quelque chose qui est très bien reçu. Il est dans l'air du temps de reconsidérer l'école juive d'Alexandrie selon les principes de la philosophie du XIXe siècle. Et Édouard Herriot, il faut préciser, écrit cet ouvrage avec une préface sur l'affaire Dreyfus. Il considère qu'il faut réhabiliter la pensée juive philosophique post-affaire Dreyfus. Il écrit en 1899, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est vraiment dans ce contexte-là très particulier. Quelqu'un d'autre peut-être? Non? Bon, je pense qu'on va te libérer. Bon, merci beaucoup.